Bonjour à tous et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, suffit-il de changer les institutions ou la forme de notre gouvernement pour résoudre nos problèmes? C'est quelque chose qui revient extrêmement souvent et ce de tous les bords politiques ou de tous les bords apolitiques, que nous sommes en crise démocratique profonde et que pour résoudre cela, eh bien, il suffirait soit, alors suivant qui vous parle, de faire la 6ème République ou de ne plus élire nos représentants mais d'avoir à la place des représentants tirés au sort, ou alors d'instaurer une proportionnelle stricte, ou bien de simplement faire le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ou encore d'avoir une république beaucoup plus parlementaire, ou encore d'autres qui vous disent qu'il faudrait revenir à la monarchie. Et tout ça, c'est évidemment le symptôme que, effectivement, quelque chose ne va pas, quelque chose va très mal, alors pas dans le royaume de France du coup, mais dans la République française. Certains d'ailleurs préconisent même de se débarrasser complètement de la République pour résoudre les problèmes. Et je pense bien malheureusement que ce serait trop facile et que tout cela, que ce soit le mode de scrutin ou la forme constitutionnelle ou le type de république ou même carrément le mode de représentation politique, eh bien malheureusement tout cela n'est qu'accessoire et que changer cela ne résoudrait en rien les problèmes. Parce que ce à quoi nous faisons face malheureusement, c'est une crise profonde, une crise structurelle, une crise systémique, c'est-à-dire une crise de tout le système, et que la crise des institutions républicaines et démocratiques n'est jamais que le symptôme de cette crise beaucoup plus profonde. Et je vous dis ça bien malheureusement parce que ce serait quand même mieux si on pouvait simplement changer les institutions et que nos problèmes soient résolus. Mais non, nous ne sommes pas dans ce genre d'époque malheureusement les amis. Nous sommes plutôt dans une période qui équivaudrait à une période pré-révolutionnaire où on a une classe dirigeante au pouvoir qui a du mal à conserver en fait son pouvoir parce qu'elle a du mal à maintenir la paix civile et à maintenir une organisation sociale qui satisfasse la majorité sociale, dans tous les termes du contrat social en tout cas, et que malheureusement cette classe dirigeante qui est au pouvoir aujourd'hui, elle ne peut pas résoudre cette crise sans se saborder elle-même. Et que tant que cette classe dirigeante reste au pouvoir, eh bien peu importe la forme du gouvernement, peu importe si c'est écrit république, monarchie, si les représentants sont tirés au sort ou élus, tant que c'est la même classe dirigeante qui dirige la société, qui contrôle l'organisation de la société, et ben les choses ne vont pas changer en fait. Et c'est une crise qui n'a pas lieu qu'en France, qui s'exprime dans tout le monde occidental, et on le voit qu'elle arrive, alors sous des formes très légèrement différentes, mais le mouvement de fond est le même, que ce soit dans des monarchies constitutionnelles, telles que la Grande-Bretagne ou l'Espagne, ou dans des systèmes de gouvernement républicains, tels que les États-Unis, ou l'Allemagne, ou l'Italie, et d'ailleurs tous ces régimes ont aussi des différences, là où nous on serait, c'est ce qu'on appelle communément la monarchie présidentielle, par exemple, l'Italie est un régime beaucoup plus parlementaire et on voit bien que l'Italie n'est pas exempte de crise politique à répétition, pas plus que l'Espagne, pas plus que l'Allemagne, pas plus que les États-Unis. Donc clairement c'est pas un problème de forme, c'est comme si vous me disiez j'ai mal à la tête donc je prends un antidouleur, d'accord, mais que en réalité votre mal de tête c'est pas un truc comme ça, mais le symptôme de quelque chose de plus profond, à savoir que vous avez une grippe ou une méningite ou peu importe, et que du coup tant que vous ne réglez pas la cause fondamentale du problème, vous allez pouvoir apaiser un petit peu la douleur pendant un temps grâce à des antalgiques, mais le problème de fond ne sera toujours pas résolu. Et c'est bien malheureusement, encore une fois, je le déplore, mais nous sommes dans une crise vraiment de fond, une crise de régime, une crise de système. Et cette crise de système, elle est liée directement à l'organisation sociale qui a été mise en place il y a 50 ans par la bourgeoisie financière. Encore une fois, je ne vais pas vous la refaire, mais disons que ce modèle d'organisation sociale qui a été mis en place dans tous les pays occidentaux, qui sont tous en crise
au niveau de leur système politique et institutionnel, hein, on le voit bien. Cet ordre social, il a été imposé par la finance internationale, mondialisée, hein, qui n'a pas d'attache nationale, c'est en ce sens que je parle d'international, et qui a pris le contrôle des moyens de production, à savoir des entreprises, des usines, des terres, et qui a entrepris de réorganiser toute la société, et en tout cas tout le monde occidental particulièrement, mais le monde entier qu'elle contrôlait directement ou indirectement, à son avantage, en permettant la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services, puisque c'était ça qui lui assurait sa rente, qui lui assurait des coûts de production toujours moins élevés et un profit maximal. Voilà, je vous la refais pas évidemment, vous connaissez cette chaîne, vous connaissez mon analyse de la situation, mais en gros, ce système-là, eh bien, il arrive à un certain nombre de contradictions, il commence à toucher à ses limites, qui sont des limites, je dirais, intrinsèques, hein, que le système lui-même, que l'organisation sociale elle-même a créé. On en a déjà parlé évidemment. Il y a bien sûr les contradictions extérieures que la finance a elle-même créées, car en favorisant la délocalisation des moyens de production dans des pays étrangers, eh bien, elle a aussi quelque part perdu le contrôle sur l'aspect matériel en fait de la production, et que les pays où elle a délocalisé sont en train d'utiliser ça à leur avantage et sont en train de reprendre le contrôle au niveau national, au niveau des nations, des moyens de production en question, et donc sont en passe en tout cas d'être en mesure de couper à la bourgeoisie financière ses vivres en fait. Si le Parti communiste chinois décide de nationaliser une usine française qui est implantée là-bas, que voulez-vous que les traders qui spéculent ou qui investissent sur les actions de cette entreprise au niveau international, que voulez-vous qu'ils fassent dans la mesure où c'est la Chine qui contrôle les travailleurs sur place, qui a sur son sol les usines et les machines et tous les moyens de produire ce dont il y a besoin. Je veux dire, il y a un moment où voilà, il y a cette contradiction extérieure là. Il y a aussi bien sûr des contradictions internes à nos pays, à nous, où évidemment l'ordre social tel qu'il a été établi par la bourgeoisie financière a créé tout un tas de problèmes, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels, qui vont finir par faire exploser le pays, ou en tout cas par au moins exploser à la figure de la classe dirigeante et de ses agents au sein de l'État, au sein des institutions, qui ont contribué, qui ont aidé, qui ont été complices, qui ont aidé à imposer ce système. Là je parle de la France, mais c'est vrai je vous dis, dans tous les pays occidentaux. Les conséquences dramatiques que la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services a créé. Évidemment, je vous la refais pas. Il y a le chômage, il y a la concurrence déloyale avec les travailleurs que l'on va chercher de pays lointains, ou la concurrence déloyale avec les travailleurs de pays étrangers vers qui on délocalise encore, hein, et notamment notre agriculture en ce moment, hein, parce que de toute façon il n'y a plus d'industrie à délocaliser. Une insécurité matérielle, puisque à force de laisser les choses circuler librement, eh bien on se retrouve avec une espèce de loi de la jungle où il n'y a plus de politique d'intégration, il n'y a plus possibilité de s'intégrer, même ne serait-ce que par le travail, où tout ce que la classe dirigeante veut, eh bien c'est des larbins, et donc elle en a rien à faire en fait que ces larbins concentrés à l'extérieur des grandes villes sèment le chaos dans certaines zones, hein, je pense notamment aux banlieues des grandes villes. Bref, la bourgeoisie financière donc qui a imposé son ordre social, elle commence aussi à trembler un petit peu sur ses bases, puisque son système, l'organisation de la société, que ce soit au niveau mondial ou au niveau national qu'elle a imposé, crée des conséquences dramatiques pour la société, ce qui mène donc par effet boule de neige à tout un tas de crises, donc sociales, politiques, économiques, culturelles, que le système ne peut pas résoudre, que l'organisation sociale actuelle ne peut pas résoudre, puisque c'est cette organisation sociale-là qui est à l'origine de ces problèmes. Donc, on est vraiment sur un moment de profonde contradiction, et c'est de ces contradictions-là que découle la crise politique et la crise démocratique et la crise des institutions, puisque la classe dirigeante n'a plus vraiment le choix aujourd'hui que de se crisper toujours un peu plus loin sur le pouvoir qu'elle a pour se maintenir au pouvoir, là où il y a encore 10, 15, 20, 30, 50 ans,
elle pouvait encore nous vendre le mythe que tout était bien organisé, que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et il suffisait de mettre un petit peu sous le tapis le chômage qui augmentait, l'insécurité qui augmentait, l'inflation, etc. Là, ça devient de plus en plus difficile à cacher, de plus en plus difficile à nier, car de plus en plus de gens se prennent aussi en plein dans la figure le mur du réel. Donc ce système crée littéralement le terrain pour sa propre destruction. Et du coup, dire il faut changer de régime, quel qu'il soit, que ce soit pour carrément arrêter avec la République et passer à la monarchie, à l'Empire ou je ne sais quoi, ou que ce soit quelque chose de plus soft, on change de République, ou encore plus marginal, si vous voulez, comme changement, du type on va avoir une assemblée tirée au sort au lieu qu'elle soit élue, ou on va faire la possibilité du RIC. Ce sont des accessoires. Il y a certaines de ces idées, moi je suis totalement pour, hein. Le RIC, je suis pour, par exemple. Néanmoins, je pense qu'il ne suffira pas à lui seul à résoudre cette crise profonde, puisque le système politique actuel est en train de s'effondrer parce que le cœur du système, en fait, est pourri dès le départ et mène nécessairement à des crises. Et mettre le tirage au sort, ou la proportionnelle, ou la 6ème République, ou un roi, ça ne servira à rien si l'organisation sociale ne change pas. C'est-à-dire que tant que la classe dirigeante continuera d'être la même, donc tant que les institutions, tant que l'État resteront au service de la bourgeoisie financière, eh ben, on pourra donner à ces institutions la forme que l'on veut, ça ne résoudra pas le problème. La société continuera d'être organisée par exactement les mêmes qui sont aussi les mêmes qui sont en train de nous tuer. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une autre classe dirigeante qui émerge, qui prenne la place de la classe dirigeante actuelle et qui impose un nouvel ordre social avec une société organisée de manière complètement différente, dont finalement la forme de gouvernement ou la forme institutionnelle ne sera qu'un instrument au service de cet ordre social. Et là, à ce moment-là, ça pourra être une 6ème République avec du tirage au sort ou de la proportionnelle, avec le RIC ou un roi. En fait, si le cœur de la société, si son fondement et si la classe qui dirige change, et bien en fait j'ai envie de dire toutes les options sont possibles et toutes les options sont ouvertes. Mais tant que l'actuelle classe dirigeante, tant que la bourgeoisie financière continue de diriger, il n'y aura aucune solution type changement institutionnel ou changement de mode de scrutin ou quoi, qui pourra résoudre la crise. Malheureusement, c'est beaucoup plus grave que cela. C'est ce que Gramsci aurait appelé la nécessité d'un nouveau bloc historique. Donc c'est ça, l'émergence d'une nouvelle classe qui serait à même de prendre la place de la classe dirigeante actuelle pour organiser la société à son avantage. Voilà, c'est ça un bloc historique, hein, c'est pas la convergence des luttes ou je ne sais quoi, c'est vraiment quelque chose de long terme, de global, et qui nécessite évidemment un projet d'organisation sociale concurrent, alternatif, qui soit différent. Je vais pas m'étaler sur Gramsci. Si vous voulez vraiment creuser cette question-là, je vous suggère de vous intéresser aux questions des relations entre l'infrastructure et la superstructure chez Gramsci, que Gramsci explique en fait comme des relations qui sont dynamiques et qui s'influencent mutuellement. Hein, l'infrastructure, c'est en gros l'organisation de la production pure, si vous voulez, presque l'organisation économique, et la superstructure, c'est ce qu'il y a tout autour et qui maintient en gros le système en place. Je vous la fais extrêmement courte, mais voilà. Et là où justement Karl Marx voyait une espèce de lien mécanique et unidirectionnel entre l'infrastructure et la superstructure, lui il voyait que il n'y avait qu'une influence dans un sens. Gramsci, lui, il a remis tout ça en cause et il nous explique en fait que les relations entre l'infrastructure et la superstructure sont au contraire extrêmement dynamiques et que l'attitude aussi des autorités, des institutions de la superstructure, ce qu'il y a autour, ça influence aussi évidemment ce qu'il y a au cœur de la société, ce qu'il y a de fondamental. Et c'est vrai, on le constate aussi aujourd'hui. Néanmoins, ceci dit, Gramsci nous avertit aussi que quand, en gros,
l'infrastructure est pourrie, que quand le cœur du système ne fonctionne pas, est défaillant et a des défaillances structurelles trop importantes, eh bien tout le reste, toute la superstructure ne tient plus non plus. Et je pense malheureusement que nous en sommes à ce genre de moment historique. Ça n'arrive pas à toutes les époques, ça n'arrive pas à toutes les générations, mais je pense que la nôtre, là, on y arrive quand même au point où l'organisation sociale, donc l'organisation de la production, est tellement pétrie de contradictions et a été tellement loin en fait qu'elle a créé un terreau vraiment favorable à son propre effondrement, comme je vous le disais tout à l'heure. Et encore une fois, hein, c'est malheureusement, je pense que nous sommes dans un moment historique charnière et que du coup, de ce fait, on n'en est plus à pouvoir se contenter d'ajustements au sein de la superstructure. Justement, on ne peut plus se contenter d'ajustements sur les modes de scrutin ou même juste sur la forme de gouvernement, malheureusement. Voilà. Donc on en revient toujours au même truc, hein, c'est tout le système qu'il faut changer. Après, pas pour mettre n'importe quoi, évidemment. Vous connaissez ma position là-dessus. Pour moi, évidemment, la seule classe qui va être à même de remplacer la classe dirigeante, puisque c'est la seule autre classe fondamentale dans la société qui est en état de constituer un nouveau bloc historique et de mettre en place une infrastructure qui tienne la route, eh bien c'est la classe des producteurs, tous les gens qui travaillent dans les domaines de la production matérielle, de choses dont on a besoin, de la nourriture à l'énergie, en passant par tous les biens de consommation. Mais voilà, ça c'est, je le détaille dans mon livre, j'en parle dans toutes les autres vidéos, évidemment je vais pas revenir dessus, vous connaissez ma position là-dessus. Mais voilà, c'est pour ça que, à mon avis, aller de oui, il faut une 6e république, ou il faut écrire une nouvelle constitution, ou il faut faire le RIC, etc. Je pense malheureusement que nous n'en sommes plus là. Il faut beaucoup plus maintenant. Il y a tout un système à repenser de manière à pouvoir dégager l'autre. Si les questions des relations entre l'infrastructure et la superstructure vous intéressent, si la question du bloc historique vous intéresse, je vais vous donner peut-être une recommandation de lecture. Alors je ne veux pas vous dire de lire les cahiers de prison de Gramsci ou même les écrits politiques parce que c'est, il y en a qui sont difficilement trouvables et puis en plus il y a plein de choses qui sont spécifiques à son époque, même si ça peut être intéressant, etc. Mais ça peut être aussi très vite rébarbatif, Gramsci. En revanche, il y a un livre qui résume très bien tout cela, qui s'appelle Gramsci et le bloc historique, justement. Donc vraiment, si vous souhaitez creuser toutes ces questions, voilà, c'est Gramsci et le bloc historique de Hugues Portelli, qui ne doit pas être réédité, mais qui doit être en PDF sur Amazon ou autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous excuserez mon énergie peut-être un petit peu plus basse que d'habitude depuis plusieurs vidéos. Il y en a qui l'ont remarqué, qui me l'ont fait savoir, mais disons que sans m'étendre sur le sujet, je vis un drame familial, personnel, assez éprouvant, assez difficile, et même si c'est le lot de tout le monde et que ça fait partie de la vie, il n'en reste pas moins que c'est une épreuve, voilà. Donc je suis peut-être un petit peu moins dynamique et un petit peu moins énergique que d'habitude. Je vais bien sûr tâcher d'aller au bout de ce calendrier de l'Avent malgré tout, mais je tenais à préciser, je prends bien sûr vos prières, vos pensées et vos bonnes ondes. Je vous remercie d'être là, je vous dis à demain pour une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Vive la France libre et d'ici demain surtout prenez soin de vous.